Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette toute première journée salle de montre organisée par Pouce Carré. On est vraiment, vraiment heureux, Nicolas et moi, de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis cofondatrice et co-directrice générale de Pouce Carré et je vous présente mon collègue que vous connaissez peut-être déjà, bien sûr, Nicolas Aumet, qui est également cofondateur et co-directeur général de Pouce Carré. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous avoir avec nous. Dans la vie, Marie et moi, on fait plein de choses. Aujourd'hui, pour nous, c'était une priorité, en fait. Le but, c'est on se rend compte que la francophonie, elle est présente partout, à travers les provinces et les territoires du Canada. Par contre, parfois, la littérature jeunesse francophone a de la misère à se frayer un chemin en abondance dans ces belles places-là de la francophonie. Et c'est une ressource qu'Anne-Marie et moi, nous voulions pallier. Donc, nous voici. Et Anne-Marie, est-ce qu'on peut se dire qu'on représente, ben, que nos participantes et participants, à la gang qu'ils sont, on représente au moins quoi, 4, 5 provinces et territoires? Bien, si je me fie aux inscriptions qu'on avait, on représente même plus de provinces et de territoires que ça. Là, on avait des gens pas mal d'un peu partout au Canada. Donc là, je n'ai pas regardé les gens connectés, mais vous pouvez nous écrire dans la conversation si vous voulez nous dire d'où vous nous écoutez ce matin. Ça va nous faire vraiment plaisir de le savoir. Puis je vais profiter de la balle au bon, Nico, pour peut-être dire quelques mots sur Pouce Carré avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, Pouce Carré, c'est une compagnie qu'on a fondée, Nicolas et moi, il y a à peu près 2 mois, on pourrait dire, 2 mois et demi maintenant, euh, pour soutenir les différents milieux, le milieu de l'édition et le milieu scolaire et le milieu communautaire. Donc, dans le fond, on offre différents services. On peut venir dans les écoles pour donner de la formation sur mesure, on peut, ou dans les centres de services ou des districts scolaires. On peut organiser pour vous des sélections de livres, donc soutenir les achats pour les bibliothèques scolaires et municipales lorsque les besoins se font sentir. On peut également offrir des présentations de livres comme ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un soutien autant aux maisons d'édition qui veulent que leurs ouvrages se rendent dans les milieux et bien, aux milieux scolaires et communautaires et municipaux pour connaître les ouvrages. Et on peut organiser des journées de congrès, des événements, des salons du livre portatifs. Bref, il n'y a rien qui nous arrête. On va commencer tout de suite, si vous me le permettez, parce que le temps va filer très vite aujourd'hui. Et la première présentation, bien, c'est Nicolas et moi qui l'animons et c'est une présentation du formidable catalogue des éditions Bayard Canada Livres. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on va avoir cette présentation. Puis ensuite, on a 3 autres présentations qui seront faites par des gens qui sont invités. Et donc, vous allez avoir plusieurs voix pour vous parler aujourd'hui. Puis dans notre présentation pour Bayard ce matin, on a une petite surprise pour vous qui aura lieu. La surprise est comme dans 11 minutes. Alors, d'ici les 11 prochaines minutes, soyez patients et patientes. Et ensuite, vous allez voir, on va avoir un invité surprise qui va arriver. Alors, je cède la parole à Nicolas qui va vous présenter un premier ouvrage du catalogue des éditions Bayard Canada Livre. C'est gentil, merci Anne-Marie. N'oubliez pas que Bayard Canada aussi, vous les connaissez peut-être autrement avec un genre littéraire qui ne sera pas abordé aujourd'hui, mais qui est super important, c'est le magazine jeunesse. Toutes les Poppy, Pommes d'api, J'aime lire, Explorateur des brouillards, c'est Bayard. Et puis, sachez que c'est un genre littéraire qui fait lire peut-être des lecteurs un peu plus récalcitrants. Et surtout, c'est sans doute pour un enfant le seul courrier qui reçoit son nom. Donc, c'est très précieux pour un jeune, un catalogue quand il y a un abonnement mensuel. Alors, Nicolas, pendant que tu prends ton souffle, je veux juste mentionner que je vais glisser dans la conversation la bibliographie des livres dont on va parler ce matin et même plus, donc une bibliographie augmentée. ça va vous permettre de faire des découvertes de la maison d'édition qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Alors, c'est quoi un livre? Posez ça à des jeunes. Vous avez 30 jeunes, vous avez 30 réponses. En fait, vous allez avoir bien du grattage de tête parce que on ne se pose pas cette question. C'est quoi un livre? En fait, c'est comme une table, c'est comme une chaise, c'est un objet. C'est un objet culturel, si on peut en revenir, mais un livre, à la base, c'est quoi? Alors, chez Bayard,
Anne Renaud et puis l'illustratrice Caroline Soucy ont eu la brillante idée de faire un livre qui s'appelle Je suis un livre, et j'allais dire un livre qui s'appelle simplement Je suis un livre, mais ce n'est pas simple à répondre. Maintenant, on sait c'est quoi un livre, mais un livre, ça sert à quoi? Déjà, pour le savoir, il faut l'ouvrir. Bon, d'accord, j'avoue que pour toi, ça peut paraître évident. Quoi? Tu ne me trouves pas impressionnant? Pourtant, je peux faire des choses tout à fait époustouflantes. Crois-moi, je ne dis pas n'importe quoi. Tourne la page, je vais t'expliquer. Et là, on parle ici d'anticipation. Avec les jeunes, quand vous faites la lecture à voix haute, vous êtes un peu comme un stand-up comic sur un stage. Vous avez le micro, vous décidez quand vous arrêtez votre lecture, quand vous la ponctuez de questions de participation et quand vous l'arrêtez pour faire un effet, qu'importe. Alors ici, quand il dit tourne la page, je t'explique. Avant de tourner la page, je peux arrêter ma lecture puis profiter de cette anticipation-là puis dire aux jeunes, qu'est-ce qui se passe dans la page suivante? On récolte les questions, puis là, on va peut-être voir, est-ce qu'il y a un ami qui a peut-être eu la même idée que l'autrice du livre? Je suis toujours là pour toi, même les jours où tu es vraiment, mais vraiment de mauvaise humeur. Oh là là! Je peux être lu en tout temps. Tu n'as qu'à m'ouvrir et en un clin d'œil, je te raconte une histoire. Psst, tourne la page, tu vas voir. Encore une fois, on peut profiter de l'anticipation. Stop, 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 stop! Est-ce que tu as de la confiture sur les doigts? Tu ne me touches pas. Puis ça aussi, parce que vous le savez, hein, qu'un livre, ça a une durée de vie. Puis déjà, on peut expliquer aux jeunes qu'un livre, il faut en prendre soin. Oui, c'est un objet, mais c'est un objet auquel il faut prendre soin. Puis vous le savez à quel point c'est cher, un livre neuf. Donc, voilà. Ah, mais j'ai oublié de te mentionner quelque chose, hein, parce que si tu veux me lire, c'est bien, mais il y a des règles. Règle numéro 1! Et je vous le dis pas. Ça prend combien de règles pour lire un livre? Ça serait quoi la première? Déjà, faites-les réfléchir à ça. Après tout, faites-les comprendre que l'accès à la littérature et aux livres, qui est un accès gratuit, c'est très précieux au Canada qu'on ait cet accès-là, qu'on ait cette richesse-là. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'avec le livre, il dit « Je peux te... » Puis vous voyez, le livre parle comme s'il était un personnage en soi vivant. Je peux aussi te transporter à travers jungle et désert, te propulser dans l'espace et te faire plonger au plus profond des océans. Et là, la baleine avec ses bulles dit « Tiens-toi bien. » Je peux être une grande aventure, un conte de fées, une histoire de fantôme, un mystère. Je peux aussi être une histoire d'amour. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des bisous. Yark! Avec les livres, vous allez faire, avec ce livre chez Bayard, vos jeunes vont comprendre qu'avec les livres, au pluriel, ils vont pouvoir vivre les plus grandes aventures de leur vie sans bouger leurs fesses de leur chaise. Et ils vont pouvoir faire le tour du monde sans dépenser un sou. Alors, Je suis un livre montre beaucoup à quel point c'est précieux. Anne-Marie, à toi. Merci, Nicolas. Et c'est une introduction parfaite pour une journée où on va parler de livres et de lecture toute la journée. C'est un livre, comme vous pouvez le constater, qu'on peut utiliser vraiment là, avec les plus petits au préscolaire, puis l'utiliser jusqu'à la fin de l'élémentaire, puis même un peu plus tard, quand on parle de l'objet comme tel. Évidemment, on peut en parler pendant très longtemps.
S'il y a une collection de livres qui fête d'ailleurs ses 10 ans, si je ne m'abuse, hein, une collection jubilée cette année, s'il y a une collection de livres qui a vraiment contribué à faire lire les jeunes lecteurs au cours des 10 dernières années, c'est assurément la collection Zèbre aux éditions Bayard, dont je vais vous montrer quelques ouvrages ici. Et on vous avait promis une surprise et je vois que cette surprise est entrée dans notre salle de rencontre aujourd'hui. Alors, on est vraiment très heureux de pouvoir accueillir Mathieu Fortin qui est avec nous ce matin pour vous parler de sa série des prisonniers. Donc, Mathieu, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Je vois et j'entends, oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien en direct de ta voiture. Non, attends un petit peu. Là, j'ai des problèmes de son. Est-ce que vous m'entendez encore? On t'entend. Est-ce que toi, tu nous entends? Oui. Là, est-ce que vous m'entendez encore? On t'entend encore. OK. Parce que là, je suis dans ma voiture parce que je suis dans une école aujourd'hui. Donc là, c'est la pause. Donc, je me suis éclipsé quelques instants pour venir vous parler. Donc, voilà, je suis très content d'être là avec Merci. vous ce matin. Donc, tu voulais que je parle de mes romans de la collection Zèbre, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'on est, tu as manqué notre introduction, évidemment, puisque tu étais en animation. On est avec plusieurs bibliothécaires, bibliotechniciens et techniciennes, enseignants partout au Canada, puis on présente des ouvrages et en ce moment, c'est la présentation de la collection Zèbre, puis on trouvait que tu étais un fier représentant auteur dans cette collection. Puis j'étais en train de présenter plus spécifiquement les 3 tomes de la collection des prisonniers. Alors, je te laisserai un peu la parole si tu as envie de nous expliquer peut-être les réalités et les défis qui se présentent aux créateurs lorsqu'on écrit un ouvrage dans la collection Zèbre. OK, oui, tout à fait. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai eu l'idée de Prisonnier du Gym, qui est le premier de la collection auquel j'ai participé, dans ma tête, c'était un roman d'horreur pour ados qui se dessinait. Et c'est en discutant avec Thomas, qui a été mon éditeur sur ce titre-là en 2017-2018, qu'on a orienté l'écriture vers la collection Zèbre pour viser les pré-ados, ados, avec un niveau humoristique qui venait un peu atténuer l'étrangeté des situations. Donc, moi, j'aime beaucoup écrire des histoires de peur, j'aime écrire des histoires drôles, et là, je trouvais ça intéressant de mixer un peu les deux, donc d'aller travailler avec l'histoire étrange et l'humour pour désamorcer les situations qui peuvent être stressantes pour les plus petits et qui amènent un niveau de lecture différent pour les plus grands. C'était un peu ça mon idée de tout ça là-dedans. Donc, c'est ça. La série au complet met toujours la même famille en vedette avec un garçon qui s'appelle Elliot, qui est un garçon qui est très intello, qui est très réflexif, donc qui a une approche analytique des situations. Et nous sommes dans sa tête. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est de jouer sur l'idée que ce personnage-là, c'est un enfant, mais il réfléchit énormément. Donc, on peut voir dans sa tête avec des tableaux, avec des graphiques qui permettent d'avoir vraiment un exposé des situations avec une dimension analytique pour que l'enfant comprenne l'enjeu à la lecture. Et ensuite, on peut se laisser aller dans l'absurdité des situations et des résolutions. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu travailler les 3 romans de la série pour Zèbre. Puis, on constate il y a un lien, en fait, qui est fait, ou une forme qui est en allusion avec le jeu d'évasion. Donc, dans les ouvrages, il y a des situations qui se passent en lien avec des fêtes. Donc, il y a Prisonnier du Gym qui est en lien avec l'Halloween. On a Prisonnier du centre d'achat en lien avec le temps des fêtes, puis Prisonnier de la cabane à sucre en lien avec le temps des sucres. Donc, c'est aussi une série qui fonctionne avec les grandes fêtes. Et puis, il y a donc des situations qui arrivent à cette famille-là où les personnages doivent réussir à s'évader. Donc, on est vraiment dans le jeu d'enquête. Dans l'écriture, j'imagine que c'est un défi parce qu'il ne faut pas trop en dire aux lecteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leurs liens. En même temps, il faut que ça soit assez accessible. Donc, comment ça fonctionne à la création? En fait, l'idée dans Prisonnier du Gym, au départ, ça prend beaucoup de temps au personnage avant de comprendre comment désamorcer les situations.
Donc, souvent, les premières épreuves, l'épreuve est présentée sur un chapitre, la réflexion et la résolution sur un autre chapitre. Et plus on avance, plus le personnage comprend rapidement. Donc, plus les situations sont résolues à l'intérieur d'un même chapitre. Donc, on a la présentation du problème et la résolution du problème dans le même chapitre. Plus on avance. Et moi, je le vois aussi un peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que le personnage acquiert des compétences, une compréhension de l'univers à mesure qu'on avance et c'est de plus en plus facile, même si les défis se complexifient. Par contre, il y a aussi un grand boss à affronter à la fin pour se libérer de cet endroit-là. Donc, c'est un peu un mode jeu d'évasion, jeu vidéo. À l'écriture, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un lieu qui est un peu inusité pour ce genre d'histoire-là. Donc, par exemple, un centre d'entraînement avec les tapis roulants, les haltères, les élastiques, les cours de groupe, les gros ballons d'entraînement. Donc, pour un peu aller utiliser ces objets-là un peu inusités dans un contexte comme celui-là, d'aller voir comment ça fonctionne, comment je peux le défaire, comment je peux le réinventer pour que le personnage puisse dénouer ce nœud-là, en fait, dans lequel il se trouve. Pour le centre d'achat, un peu le même principe, mais là, l'intérêt, c'est d'aller jouer avec la fête de Noël et toutes les traditions que les enfants connaissent plus ou moins, qui comprennent plus ou moins. On fait ça parce qu'on le fait depuis toujours. Donc, c'est intéressant de les jouer dans cet univers-là. Évidemment, aussi d'utiliser des grandes figures comme les lutins, le Père Noël, la Fête des Étoiles, le sapin, pour voir quel niveau d'épouvante et quel niveau humoristique je peux aller chercher à l'intérieur. Donc, moi, j'écris le roman en pensant déjà aux blagues que moi, je peux écrire, aux blagues qui seraient meilleures en visuel aussi. Je fais les tableaux, je fais les bulles et tout ça. Et à l'illustration, ce qui est intéressant, c'est que l'illustrateur ajoute une couche d'humour. Souvent, il y a un grand niveau d'humour supplémentaire dans les illustrations qui est ajouté, en partie avec la direction littéraire, puis ensuite avec l'illustration. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe aussi. C'est fascinant pour moi. J'écris habituellement des romans plus pré-ado, où il n'y a pas d'illustration nécessairement, alors que là, je peux me permettre de penser à défaire la forme. Moi, c'est ce que j'aime de la collection Zèbre, c'est qu'on défait en partie la forme du roman pour intégrer tableaux graphiques, pictogrammes et des niveaux graphiques qui amènent de l'humour ou de l'angoisse supplémentaire dans la collection. Voilà. Le plus gros défi, c'est la cabane à sucre parce que c'est un lieu beaucoup plus inusité, beaucoup moins connu en général. On connaît la salle à manger, mais c'est tout. Des cabanes à sucre habituellement. La fête de Pâques, c'était intéressant d'aller jouer sur le niveau des chocolats avec la sucrerie du sirop d'érable, donc d'aller jouer là-dedans, dans cet univers-là, avec le lapin de Pâques comme figure principale, mais d'aller jouer avec les bûcherons. Comment on fait bouillir l'eau d'érable, la musique associée à la cabane à sucre. Donc, voilà. Et c'est un des rares romans se déroulant dans une cabane à sucre au Québec. Étonnamment, ça existe très peu, alors que c'est un lieu, on produit 85% du sirop d'érable mondial au Québec, donc au Canada, en fait. Là, donc, je trouvais ça intéressant d'utiliser un lieu comme celui-là dans un contexte comme ça, avec cette même famille-là. C'est ça aussi, moi, que je trouvais intéressant. C'est toujours la même famille. C'est toujours Elliot qui réussit à résoudre les problèmes. Et lui-même est débordé par cette idée-là que pourquoi moi? Pourquoi toujours nous? Et donc, à la fin du roman de La cabane à sucre, on avait envie d'avoir une finale qui explique le pourquoi. Et pour moi, ce qui est intéressant comme auteur, c'est que j'aime faire du fantastique pour rester dans la ligne floue entre la réalité et la fiction, entre ce qui est vrai, ce qui est peut-être pas vrai. Et donc, c'est une série qui joue là-dessus beaucoup. Alors que la résolution à la fin du 3e volume, elle est rationnelle. Donc, il y a une explication rationnelle, ce qui permet aussi d'aborder cette thématique-là avec les plus vieux, que les histoires qui abordent le fantastique ne sont pas nécessairement surnaturelles. Il peut y avoir une explication rationnelle à la fin. Ce serait astucieux aussi d'arrêter la lecture avant de donner cette réponse-là, puis de questionner les jeunes, de voir de leur côté, est-ce que vous avez une idée pourquoi c'est toujours à eux que ça arrive, puis ensuite de révéler donc la véritable raison. As-tu le temps pour une dernière question? Bien sûr. Bien sûr. Je vais en profiter pendant que l'écran est sur mon
ma face pour montrer des pages intérieures de l'ouvrage pour que vous voyez vraiment la mise en page qui est très dynamique avec ce dont Mathieu parlait, là, l'ajout de visuels et d'illustrations. C'est une collection, on le disait d'entrée de jeu, Mathieu, qui a fait beaucoup lire les jeunes lecteurs, qui est très dynamique. Quand tu vas dans les écoles, la réception que tu as de cette collection-là, est-ce que tu sens vraiment que ça a un impact, toute cette mise en page-là, sur la lecture? Oui, vraiment, énormément. En fait, souvent, les enfants connaissent déjà la collection. Ils connaissent quelques titres de la collection, souvent. Voilà. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'enfants que je rencontre qui ont lu souvent Prisonniers du gym ou Prisonniers du centre d'achat et là, qui découvrent qu'il y a d'autres volumes dans la collection, donc ils sont très heureux de ça. Moi, je trouve que l'impact, c'est surtout au niveau du montage graphique, dynamique, où il y a vraiment quelque chose qui se produit dans les yeux des enfants quand ils voient les tableaux, quand ils voient les graphiques, quand ils comprennent aussi que le personnage se sent un peu à part de sa famille, mais c'est cette unicité-là qui le rend apte à leur être utile dans cette situation-là. Puis les personnages eux-mêmes dans les romans le mentionnent éventuellement que merci Elliot d'être comme ça, même si c'est pas toujours quelque chose qu'on apprécie. Maintenant, on voit que, donc, avec les enfants, je travaille là-dessus beaucoup quand j'interviens sur tu as le droit d'être différent aussi. C'est un thème qui est caché dans le roman, mais qui est quand même présent dans la série. Mais je vois beaucoup que c'est ça. Ils sont interpellés par la personnalité du personnage et par le montage qui est aéré, mais qui est quand même rempli d'informations. Je trouve que c'est ça, le niveau visuel amène vraiment un plus à l'histoire, en fait. C'est pas là simplement pour illustrer, c'est là pour amener un niveau supplémentaire. Donc, je pense qu'il y a un impact très positif pour les enfants qui lisent la collection Zèbre. Et je me fais souvent demander lesquels sont mes préférés, parce que moi, je les ai lus aussi. Et Quelle évidemment, est ta réponse? il y a des incontournables comme La plus grosse poutine du monde, évidemment, là, mais Hacker Boy, excellent thriller technologique. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi les romans d'Émilie Rivard qui sont très drôles. Donc, ce qui est intéressant de la collection Zèbre, c'est que il y a souvent un double genre, donc épouvante et humour, thriller et angoisse, par exemple. On ne reste pas nécessairement dans purement un genre, on explore un peu autour. Il y a souvent de l'ajout. J'aime beaucoup l'après-monde de Camille Bouchard parce qu'il y a aussi une espèce de dossier journalistique à travers de comment ça s'est passé la fin du monde. Donc, il y a un deuxième niveau là-dedans qui est vraiment intéressant. Des fois, ça va dans la critique sociale, mais bien faite pour que les enfants, ça passe bien. Tu sais, moi, je critique légèrement l'obsession de l'entraînement physique, l'obsession du magasinage, l'obsession du sucre à tout prix. Tu sais. Donc, c'est léger, mais c'est là. Tu sais, fait qu'il y a souvent plusieurs niveaux de lecture là-dedans. Moi, c'est ce qui me fait, comme adulte, apprécier. Puis j'ai l'impression que les enfants s'en rendent peut-être pas compte, mais ça les touche quand même. Bien, Mathieu, je te remercie chaleureusement d'avoir pris ce temps en 2 animations pour reprendre ton souffle en nous parlant. Alors, pas vraiment reprendre ton souffle finalement, mais vraiment, c'était une super occasion de pouvoir t'avoir parmi nous ce matin. Et puis, tout le monde a reçu, je pense, là, normalement dans la discussion, la bibliographie. Alors, vous aurez accès aux 3 titres là, dans la bibliographie que je montre à nouveau à l'écran ici. Merci, Mathieu, je te remercie d'avoir été avec nous. Puis sache qu'on ratisse large aujourd'hui. Donc, tu parles à des gens de plus de 6-7 provinces et territoires du Canada. Donc, peut-être réfléchir à ce qu'Eliott soit prisonnier du train pendant un voyage transcanadien. Puis ça pourrait être une bonne idée. Il y a de la demande, en tout cas, pour un 4e volume. Il reste juste à convaincre l'éditeur. Alors, voilà. J'ai entendu dire qu'il y avait une éditrice dans la salle. Voilà, on en reparlera. Hey, merci Alors, dans beaucoup. la conversation, tous ceux qui veulent un 4e tome, on vous demande de l'écrire. Ça va mettre de la pression. Merci d'avoir été parmi nous, Mathieu. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée. Merci, Mathieu. Je vais profiter de l'occasion pour vous parler d'une 2e série de romans qu'on va retrouver chez Bayard, qui est vraiment, vraiment, j'ai trouvé exceptionnelle. Ça a été un coup de cœur quand je les ai découverts. C'est la série Ma vie de zombie d'Éric Pellado. Je vous présente ici le 1er tome, Le secret de Saint-Onitag.
J'ai été super, super touchée par cette série-là parce que c'est une série où, d'une façon un peu ratoureuse, on aborde frontalement le thème de la mort. Alors, c'est ratoureux, mais c'est frontal en même temps, vous allez comprendre. On suit des personnages qui sont non pas des morts vivants, mais des vivants morts. On insiste d'ailleurs pour se faire appeler vivants morts dans cette série-là. On suit des zombies. Ce sont une famille. En fait, c'est une famille qui a péri dans un accident de voiture. On suit plus spécifiquement Xavier, un petit garçon qui est décédé à l'âge de 10 ans. Mais dans le village de Saint-Onitag, quand on meurt, on ne s'en va pas dans les limbes pour l'éternité, on s'en va dans une espèce d'entremonde de zombies qui est situé sous le cimetière du village. C'est donc des galeries souterraines très grandes et très riches. Et je vous le donne en mille, on apprend dès le début que c'est pas vrai que les zombies mangent de la cervelle, de la matière grise. C'est un mythe. En fait, les zombies en mangeraient peut-être, mais ils ont constaté que ça cause trop de problèmes avec les gens vivants. Là. Ils ne sont pas contents de se faire manger la cervelle. Alors, les zombies se nourrissent de tofu. Parce que le tofu, c'est probablement l'aliment qui ressemble le plus à de la cervelle. Ça n'a pas nécessairement beaucoup de goût, mais ça prend le goût qu'on lui donne. Alors, on se retrouve dans cette famille de zombies qui vit dans l'espace souterrain. Et on apprend qu'ils sont décédés, comme je vous le disais, dans un accident de voiture, sauf qu'il y a un des frères de la fratrie, qui, lui, n'est pas décédé. Il est survécu à l'accident. Et le jeune frère qu'on suit, Xavier, qui est un zombie, s'ennuie de son grand frère, de son petit frère, pardon. Il s'ennuie de son petit frère et il voudrait bien le retrouver. Évidemment, les zombies ne peuvent pas sortir de leur ville souterraine sans risquer de mettre en danger toute leur communauté. Et ils vont profiter d'une fête pour sortir, qui est la fête de l'Halloween. Alors, à la fête de l'Halloween, on a un petit lien ici à faire avec le prisonnier du gym, n'est-ce pas? À la fête de l'Halloween, Xavier va sortir du sol et aller essayer de retrouver son frère qui, lui, est encore vivant. C'est truffé de blagues, de jeux de mots. C'est vraiment super, super bien écrit. Puis en même temps, c'est très touchant parce qu'on parle de la mort, on parle de s'ennuyer de quelqu'un, on parle des transformations psychiques qui se passent chez ceux qui restent. Donc, il y a un côté très touchant dans cette histoire de famille-là qui voudrait vraiment revoir le frère qui est toujours vivant. Je vais prendre une minute peut-être pour vous lire un extrait parce que vous allez voir aussi que la narration s'adresse directement au lecteur. Donc, on a une narration au-dessus, le lecteur est interpellé, puis des fois, on lui fait des petites blagues. Je vais vous raconter, je vais prendre peut-être le deuxième extrait ici. Pendant que toute la famille déguste d'excellents panini au tofu, moi inclus, on frappe à la porte. Je vais répondre, propose papa en déposant son sandwich. Tous arrêtent de manger, curieux de savoir qui ça peut bien être à cette heure-ci. Lorsque mon père revient à la cuisine, il est ébranlé par ce qu'il vient d'apprendre. Les fossoyeurs ont creusé dans le lot familial, annonce-t-il. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? On va avoir de la visite. Ma famille et moi patientons stoïquement avec le reste du comité d'accueil. C'est la première fois que j'assiste pour vrai à une arrivée. Une combinaison d'émotions allant de la tristesse à la joie remplit mon cœur qui ne bat plus. Un membre va s'ajouter au clan, mais la raison est son décès. Comment peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un? On ne peut pas, c'est certain, mais c'est réconfortant d'avoir quelqu'un d'autre avec qui partager son quotidien dans l'après-vie. Pendant un moment, j'ai cru qu'il pourrait s'agir de mon frère. Mais j'ai vite chassé cette idée de mon esprit. Benji est beaucoup trop jeune, il a encore toute la vie devant lui. Heureusement, ce n'est pas lui. Grand-mère Anna est la première à réagir. Elle fond en larmes à la vue de son mari qu'elle n'a pas revu depuis son propre décès il y a près de 15 ans. Alors, je pense que c'est un extrait qui permet de comprendre un peu le côté doux amer quand on parle de la mort dans cette série-là. Alors, vous avez le tome 1, Le secret de Saint-Onitag. Le tome 2, je vous le donne en mille, Le tofu a disparu. Et le tome 3, La sorcière de Dénalcourt. Donc, une belle série à découvrir. Puis, Nicolas, ce n'était pas prévu, mais je vais faire un petit croche dans notre horaire de la journée pour vous parler d'une série que vous pourriez mettre, d'un ouvrage documentaire que vous pourriez mettre en lien avec la série des zombies, puisque ça se passe dans un univers souterrain. Moi, je vous amènerais voir Ville, curiosités souterraines et trésors cachés. Donc, c'est un album documentaire qui est écrit par Irène Noguet et Loufer, illustré par Loufer, où on va découvrir de nombreuses
vraie, ville, cité, souterraine. Donc, pour ceux parmi nous qui sont de Montréal, bien, vous reconnaîtrez le réseau, donc le grand réseau souterrain, là, qui est le plus grand réseau souterrain au monde. Hein. Moi, quand je travaillais à la Place des Arts, dans une librairie que je n'aimerais pas, il y avait plein de monde, des touristes qui venaient nous voir pour avoir des cartes des souterrains de Montréal. Puis nous autres, on ne comprenait rien parce qu'il faisait beau dehors, puis on se disait, mais marcher à l'extérieur. Et pourtant, c'est vraiment un attrait touristique de la ville. Mais vous avez aussi, par exemple, la ville de Derinkuyu en Turquie, qui est composée de galeries qui semblent infinies. On nous apprend qu'on peut visiter 8 étages souterrains, mais on estime qu'il pourrait y en avoir 10 de plus. Et ainsi de suite, vous avez plusieurs informations documentaires sur ces lieux. Nico, tu vas ajouter quelque chose? Anne-Marie, quand tu présentes la page que tu viens de présenter, la double page, vous voyez comment le texte est séparé en courts paragraphes, c'est aéré, c'est voulu. Le genre documentaire a un grand défi, puis ça, Bayard le bien saisi. Il faut retenir l'information. Si tout le texte avait été sur la page de droite et les illustrations sur la page de gauche ou vice-versa, puis un texte en continu avec plein d'informations, c'est pas retenu. Quand c'est séparé en courts paragraphes, avec une information par paragraphe, l'assimilation d'informations est beaucoup plus aisée. Et puis un documentaire, souvent, c'est fait des fois, on le laisse de côté, on y retrouve. Et ça fait aussi lire des lecteurs. Moi, j'ai des amis qui lisent que du magazine scientifique, puis ils lisent pas de romans. Mais il y a des jeunes aussi que c'est le documentaire qu'ils cherchent. C'est des lectures informatives, ce qui ne nous empêche pas ensuite de trouver, par exemple, un livre de fiction qui parle d'une ville, puis de ci, de ça. Mais le genre documentaire est très important pour aussi aller chercher des lecteurs un peu plus récalcitrants à la lecture. Puis, oui, merci. Tu as bien raison, Nicolas. Et pour poursuivre le lien, parce que tu dis d'aller chercher un ouvrage où il y a la ville, justement, pour poursuivre le lien entre les deux ouvrages que je vous ai présentés, bien, vous voyez que, je vais prendre un exemple là, évident, vous voyez que les villes sont représentées comme en coupe. C'est comme si on avait la coupe d'un terrain et qu'on voyait l'intérieur de la ville. Donc, en faisant lire un ouvrage ou en lisant des extraits aux jeunes même d'un ouvrage de la collection Ma vie de zombie, en présentant le livre Ville, curiosités souterraines et trésors cachés, on pourrait après ça demander aux jeunes de créer leur propre coupe de la ville souterraine située sous le cimetière de Saint-Onitag. Alors là, bien, on a une activité qui est vraiment complète où il peut y avoir une partie d'écriture où les jeunes doivent écrire les courts textes documentaires. Il pourrait y avoir une partie de fiction, il peut y avoir une partie d'illustration. Donc, vous avez un mois de travail avec ces deux ouvrages-là, sans aucun doute. Puis France, dans le fil de conversation, il fait une suggestion pour faire un lien aussi avec la fiction qui parle aussi des villes avec Surréal. Oui, et de Suzanne Martel, qui est un grand classique de la littérature jeunesse d'ici. Merci, France. Je poursuivrai avec, on change de registre, mais on ne change pas de considération. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai trouvé que la série Ma vie de zombie avait un côté un peu philosophique dans cette façon de parler de la mort et de faire des liens avec les émotions du deuil. Et je vais vous amener tranquillement vers des ouvrages philosophiques pour les enfants. C'est une magnifique série d'albums bande dessinée. Donc, on est dans un genre là, qui est assez hybride entre les deux. Et c'est la série Les oiseaux philo de Karine Gotteau et Mathieu Lampron. Alors, vous avez ici les oiseaux philo, pause philo, puis des oiseaux philo, idées sans gravité. Il y a un peu de reflet, mais je vais trouver l'angle pour que vous voyez bien la couverture. Donc, les personnages des oiseaux philo, c'est des personnages que vous allez retrouver dans les bandes dessinées des explorateurs, dont Nicolas parlait là, d'entrée de jeu. On a d'ailleurs une présentation des personnages à la première page. Donc, on nous explique qui sont les oiseaux philo. Vous allez avoir Titi, Amy, Ted, Blaise, Bergson et Philo. Donc, 6 personnages que vous allez retrouver. Puis, chaque segment de l'ouvrage est composé de 2 doubles pages. Donc, chaque sujet est abordé en 2 doubles pages. Ici, par exemple, le sujet principal, c'est l'imagination. Donc, vous avez une bande dessinée sur l'imagination que je vais vous décrire plus en détail. Et ensuite,
4 questions ou 3 questions sous forme d'illustration. On est encore en hybride avec l'album et la bande dessinée. Donc, 3 ou 4 questions en lien avec le sujet. Je vous décris ça plus en détail. L'imagination, vacances cosmiques. Ici, on suit les personnages. Il y en a un qui nous dit « Qu'est-ce que tu vas faire cet été? » Puis l'autre répond « Je vais aller à mon chalet. » Je vais l'approcher un peu pour que vous les voyez. Puis après ça, je vais l'éloigner à nouveau. « Ah, moi, je vais en vacances à la mer. » Ah, Ted a trop de chance. Il m'a raconté qu'il partait en expédition sur la planète Mars. Puis là, l'autre répond « Ah, c'est possible, ça? Ah, j'ai peut-être mal compris. Est-ce que tu penses que Ted aurait menti? » Puis là, vous voyez ici des cases où le tour de la case n'est pas droit. Hein? Le tour de la case est comme un peu embossé. Ça, dans le langage de la bande dessinée, ça a un sens. On peut amener les jeunes à observer comment la bande dessinée elle est construite. Puis pourquoi tu penses tout à coup que ces cases-là, ils ont un tour qui est inégal? On va se rendre compte rapidement que ces cases-là, qui sont les cases oranges que vous pouvez voir là, dans la bande dessinée, bien, c'est le voyage sur Mars vécu par Ted. Mais est-ce que vous pensez qu'il a vécu un de vrai voyage sur Mars, Ted? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Hein? À la fin, ici, on va se rendre compte que, regardez, Ted, comment il a vécu ses vacances. Son voyage sur Mars, hein, il s'est passé dans son imagination. La thématique, c'était l'imagination. Alors, c'est toujours une blague comme ça avec un côté humoristique, une bande dessinée avec un côté humoristique. Et après, on a les questions autour de la thématique. Est-ce qu'on devrait essayer d'imaginer l'expérience des autres? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est seulement poser la question. Est-ce qu'on devrait essayer d'imaginer l'expérience des autres? Là, on questionne les enfants. Certains vont nous dire oui, certains vont nous dire non. Puis après ça, dans l'image, il y a une piste de réponse, il y a une piste une amorce de réflexion. Alors, lui, il va lui dire « Ah, je pense que je peux imaginer ton chagrin. » Ah, ben oui, on peut imaginer peut-être ce que les autres ressentent lorsqu'ils vivent une expérience. Est-ce que l'imagination peut être dangereuse? Pensez-vous que l'imagination peut être dangereuse? Bon, je ne vois pas en quoi ça pourrait être dangereux d'imaginer des choses. Mais ici, le personnage, on voit qu'il est en train de lire un livre qui s'appelle « L'histoire de la guerre ». Puis il dit « Comment serait le monde si personne n'avait imaginé les armes? » Ah bien là, c'est vrai que ça fait penser, ça fait changer un peu la pensée. La dernière question, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui n'existe pas? Bien, si ça n'existe pas, je pense qu'on ne peut pas l'imaginer. Puis là, lui dit « Attention, tu vas t'asseoir sur mon ami Rally! » Ah, peut-être que oui, on est capable d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. La prochaine bande dessinée s'intéresse aux questions de croire et de savoir. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre croire quelque chose et savoir quelque chose? Est-ce que c'est important de croire? Avec les 2 premières questions de Idées sans gravité, je pense qu'il y aurait des liens très intéressants à faire avec « Je suis un livre » que Nicolas a présenté au début de la présentation, parce que dans « Je suis un livre », il y a tout le lien avec l'imaginaire, justement. Donc, la composition du livre qui permet de voyager dans l'imaginaire, donc il y aurait assurément des liens. Puis, il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ces 2 ouvrages-là, donc autant de liens à faire probablement avec d'autres ouvrages que vous pourriez rencontrer. Nicolas, c'est une des questions que j'ai posées, hein, est-ce que l'imagination peut être dangereuse, nous permet de faire un lien vers la prochaine thématique qu'on va aborder avec vous, qui est une thématique qu'on va aborder avec des albums jeunesse. C'est la thématique de la guerre. Donc, est-ce que l'imagination peut être dangereuse? Peut-être. Et lorsqu'elle est dangereuse, raconte-nous, Nicolas, quel impact ça a sur la société. Puis moi, je vais vous dire, en fait, l'imagination est dangereuse, mais c'est souvent l'imagination des grandes personnes qui est dangereuse, pas celle des petits-enfants. Mais ça, c'est autre chose. Alors, écoutez, nous sommes convaincus qu'on peut parler de tout avec les enfants. Il suffit d'utiliser les bons mots. Ça, Bayard l'a bien compris quand il vient temps de parler d'une thématique qui s'appelle la guerre, qui est une thématique très à propos en ce moment, alors qu'on parle de la guerre russe. Et c'est pas la guerre ukrainienne, hein, c'est pas l'Ukraine qui a déclaré. Faut pas oublier ça. En ce moment, on parle bien de la guerre russe. Les guerres, il y en a eu, il y en a aujourd'hui, il y en a toujours eu.
parce que l'homme étant un peu imbécile, voilà. Par contre, au Canada, on a participé à 2 grandes guerres. On parle souvent dans les écoles de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, il y en a eu une avant, si on l'appelle la Seconde, c'est parce que ce n'était pas la première, n'est-ce pas? Donc, il y en a eu une avant. Il y a quelqu'un que vous connaissez sans doute qui s'appelle Jacques Goldstein, qui a écrit et illustré le livre suivant, qui s'appelle Jules et Jim. Et je vous les présente ici. Ce sont des frères d'armes. Jacques Goldstein, si vous reconnaissez son trait d'illustrateur, vous connaissez sans doute un autre personnage qu'il a inventé, qui existe depuis plusieurs décennies. C'est un personnage qui est grand comme ça, qui est vert. C'est une grenouille qui s'appelle Beppo. Et ben voilà Julien l'a dit. Et c'est Beppo. Et c'est la grenouille des débrouillards qui suit les lecteurs depuis que moi je suis un jeune débrouillard. Et là, je suis un peu moins jeune, je suis encore débrouillard. Alors, je vous présente Jules et Jim de Jacques Goldstein. Puis là, le reflet, tu vois, je vais m'ajuster. Bon. Jules et Jim sont nés le même jour, dans le même village, mais à 2 minutes d'intervalle. Tu vois, Jim est né avant Jules. Jim, Jules, Jules, Jim. Jules et Jim sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils aimaient les mêmes choses, ils jouaient au même jeu. Mais Jim, qui est né 2 minutes avant, il apprenait un peu plus vite que Jules. Il était plus rapide et plus fort. Bon. Tout le monde était d'accord? Jules et Jim formaient un trio curieux. La vie aurait pu continuer paisiblement, en jouant au hockey, tout ça. Mais un jour précis, puis vous voyez, on a illustré la date en 1914, la guerre a éclaté dans un pays lointain. Quelque part en Europe. Tout ça, c'est à cause de l'assassinat d'un archiduc et de sa femme. Puis c'est juste là que le monde... Bon. L'Europe était divisée parce qu'on est allé tirer ce gars-là et sa bonne femme. L'Europe était maintenant divisée en 2 camps ennemis. Et, comme par magie, le Canada est entré en guerre, lui aussi. Jules et Jim ne comprenaient pas ces histoires de traités et d'alliances, mais le pays avait besoin d'eux. Alors, les 2 amis se sont engagés dans l'armée. Il fallait vaincre ceux qu'on appelait les horribles Allemands. Jim, hein, il est d'avance. Il a reçu son uniforme en premier. Regarde, ça lui fait comme un gars, mais Jules, ben oui, il avait 2 minutes de retard, fait qu'il a pris ce qui restait. Ça ne lui fait pas aussi bien qu'à l'autre, mais bon. À leur arrivée en France, les soldats canadiens ont reçu un accueil triomphal et puis on part pour le front. Jules et Jim imaginaient la guerre comme des batailles épiques et des charges héroïques. Ils ont été surpris quand ils ont découvert des tranchées figées dans la boue et les barbelés. Là, la guerre passe. Sur le front, Jim était toujours le premier à donner l'assaut. Jules suivait 2 minutes derrière. C'est ainsi que Jim a été décoré, alors que Jules, il était de corvée. Il épluche les patates. Là, je vais vous dire, parce que je vais le faire un peu plus vite, la guerre a duré 1564 jours. Après 1564 jours, les Allemands savaient qu'ils allaient perdre. Là, je fais un cours d'histoire rapide. Donc, tous les chefs ennemis puis les alliés se sont mis ensemble dans un bunker, puis ils se sont dit, il faut arrêter. Et quand on arrête une guerre, on appelle ça l'armistice. L'armistice a été signé le 11 septembre 1918 à 5 heures du matin.
le 11 novembre, pardon, 1918 à 5 heures du matin, mais novembre, c'est le mois numéro 11, puis on est le 11 novembre. Il est 5 heures du matin, puis tous les dirigeants ils se disent, il me semble que pour être symbolique, on devrait attendre à 11 heures pour que ça fasse le 11, 11, 11. Entre 5 heures et 11 heures, il reste quand même bien 6 heures. Alors, même si on a décidé d'arrêter la guerre, sur les champs de bataille, les soldats ont continué à se battre de 5 heures à 11 heures. Jules et Jim ont reçu l'ordre d'attaquer, puis Jim, mais comme toujours, il a été le premier à sortir de la tranchée. À 10h58, 2 minutes avant l'armistice, Jim a reçu une balle dans la poitrine, puis Jules a tout fait pour sauver son ami, mais il est mort dans ses bras. C'était la fin de la guerre. C'était la fin de Jim. Jules est revenu au pays sans son ami. Il a eu beaucoup de misère à refaire sa vie. Il a essayé plein de métiers. Et ce qu'il a fait, Jules, au final, il est devenu horloger. Mais quelque chose que je ne vous ai pas dit, puis Jules, si vous avez suivi mon histoire, vous allez peut-être vous en douter que les montres de Jules, ils ont une petite particularité. Elles ont toutes 2 minutes de retard. Alors, c'est l'histoire de Jules et Jim, mais un livre ne s'arrête pas ici. Le livre commence là, il finit. Mais quand il reste des pages, il faut les tourner. Et on se rend compte ici que le livre a été écrit à la mémoire de George Lawrence Price, dernier soldat canadien tué le 11 novembre 1918 à 10h58, 2 minutes avant l'armistice. Alors, c'est un livre important qui nous permet de parler d'un sujet important, pas évident, mais avec les bons mots et avec une belle imagination, on peut faire passer le sujet. Et là, je vais faire vite parce que je vois le temps filer. J'aimerais vous parler d'un livre de Caroline Auger que j'aime beaucoup et qui s'appelle Une courte pointe pour Chéam. C'est illustré par Jean-Luc Trudel. Ce qui me permet de vous répéter, il faut en parler des illustrateurs. Parce que vous, quand vous allez préparer une activité, puis que vous allez à la bibliothèque ou en librairie, et que vous regardez plusieurs livres, vous n'avez pas le temps d'en lire une vingtaine, mais vous avez le temps de faire ça avec une vingtaine, de les feuilleter. Parfois, c'est l'illustration qui va vendre le livre selon l'activité que vous voulez bâtir. Donc, si là, puis là, je ne le ferai pas parce que je suis gentil, vous êtes chanceuses et chanceux, mais si je faisais un tour de table et que je vous demandais de me nommer 4 auteurs jeunesse canadiens, vous seriez capable. Maintenant, si je vous demande de me nommer 4 illustrateurs canadiens, le défi est un peu plus de taille. C'est important de connaître nos illustratrices et nos illustrateurs aussi. Alors, Chéab est inquiète. Son premier jour d'école dans un pays qu'elle connaît plus ou moins. Puis regarde comme c'est. Là, l'imagination est au cœur de cette histoire. Elle est assise chez Ab, tout en haut de son lit mezzanine. Pour se réchauffer, elle ouvre la petite fenêtre de sa chambre et tire sur le ciel mauve du matin. Elle enroule l'aube autour de son cou et referme la fenêtre. L'enfant baisse les yeux, pour parler à un chameau. Hein? Oh oui. Il y a un chameau, là, puis sa tête, elle arrive à hauteur de son matelas. Et elle dit « Uruk! » Il dit « Oh, Uruk, je pense qu'ils ne m'aimeront pas. » Le chameau ouvre un œil. Pas deux, hein, il est encore endormi. Il dit « Impossible! Tu es la petite fille la plus gentille que je connais. » Elle dit « Hey, c'est parce que je suis la seule enfant que tu connais, Uruk. Sans blague, j'ai peur de ne pas avoir d'amis. » Le chameau dit « Ma belle Chéa, mon étoile vive, j'ai confiance en toi.
Elle dit, pfff, facile à dire. Je suis qu'une petite rien du tout qui vient d'un pays plein de trous. Un pays plein de trous. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà là, si vous pensez que l'ensemble de votre groupe n'aura pas compris, arrêtez votre lecture. Parce que si vous continuez, alors que vous laissez les enfants avec plein d'interrogations, quand ils n'ont pas saisi la narration, ça ne donne rien. Vous pouvez ponctuer votre lecture avec des explications. Alors, il dit, c'est pas vrai, tu connais la guerre, pas eux. Tu as vécu des expériences difficiles et ça peut te servir. Me servir à quoi? Pleurer? Faire des cauchemars? Il dit à faire preuve d'empathie. Et là, on peut prendre le temps de parler aux jeunes d'empathie. Un pays plein de trous, ça existe où? Vous êtes à l'élémentaire, sortez une carte. Est-ce que, où tu penses qu'il pourrait, puis bon, il faut savoir bien situer les éléments du récit pour la compréhension des jeunes. Ça, on ne pourra pas le répéter à 10 fois. Avec son papa, alors qu'il sort de l'appartement, Sheab replace son foulard mauve autour de son cou. Elle l'aime beaucoup, car il appartenait à sa mère. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. Son père lui sourit et verrouille la porte en pensant à ceux qu'ils ont abandonnés. Il me dit, tu vas me manquer aujourd'hui, j'ai bien hâte de me trouver un travail. Sheab dit à son papa, bah, papa, je suis certaine que tu vas en trouver un. Tu es tellement intelligent. Sheab a un chameau que vous voyez ici. Mais quand elle est inquiète et qu'elle a besoin de réconfort, son chameau devient la voix de la sagesse, une voix réconfortante pour elle. Ça, d'ailleurs, on peut le faire décoder les gens. À l'école, vous vous doutez, puis ça, en passant, qu'un enfant vienne d'où il veut dans le monde, même s'il habite la ville à côté, qui a habité la ville d'à côté toute sa vie, et qu'il change d'école qui est à 2 autres coins de rue, il se sent aussi nouveau qu'un jeune qui vient d'un pays très lointain. Ça, c'est la nouveauté pour un jeune, c'est quelque chose. Une cloche sonne et les portes métalliques de l'école s'ouvrent. Les enfants conduisent Sheab vers une classe. Elle entend des rires et des cris, mais aucun mot ne lui est familier. Tous les élèves vont s'asseoir. L'enseignante garde Sheab à l'avant et elle dit « Bonjour tout le monde, je vous présente Sheab. » Mais regardez comment c'est écrit. Il n'y a pas d'espace. Excusez, là, c'est très flou. « Bonjour tout le monde, je m'appelle. » C'est pour montrer l'incompréhension entre les jeunes avec parfois le vocabulaire ou la manière dont on parle. Ce qui est un tour de force assez brillant. La classe applaudit, tout ça. Une porte claque. Un petit garçon fait tomber une chaise et Sheab sursaute et elle va aller se réfugier sous un pupitre parce que ces bruits-là lui rappellent les événements, ma foi, pas génial. Alors, Sheab va tenter de s'enfuir de l'école. Heureusement, Uruk le sage va la rassurer. Alors qu'elle va revenir dans la classe, Sheab détourne les yeux et fixe le bureau de son enseignante. Elle remarque alors une étiquette sur laquelle il est écrit « bureau ». Maktab. Surpris, Sheab lève la tête et regarde le tableau devant elle. Une large étiquette se trouve également « tableau Sabourat ». Donc, avec un effort collectif des nouveaux amis et de l'enseignante, on va s'assurer que Sheab va se sentir bien chez elle et qu'elle va comprendre. Les enfants s'émerveillent de voir cette écriture qui ressemble en fait à une œuvre d'art pour eux. Les lettres volent comme des oiseaux noirs, de droite à gauche. Les élèves rient chaque fois qu'elle dit leur nom en arabe. Et Sheab, elle rit avec eux. Puis lorsqu'elle retourne à sa place, enfin, Sheab a dit « Rook ». Là, vous voyez qu'il est revenu. Quand elle se sent bien, hein, il est revenu une peluche. Rook, pas de réponse. Elle rouvre son sac, puis la peluche la fixe de ses yeux lambés. Shukran Uruk. Merci, mon ami. Sheab caresse son toutou et ferme son sac. Elle n'a plus besoin de lui aujourd'hui. Elle est prête à affronter tous ces nouveaux mots qui volent dans la classe et à apprendre tous les noms de la mosaïque. Et pour le reste,
Mektoub. Qu'est-ce que ça veut dire, Mektoub? Si vous retournez dans l'histoire, la réponse s'y trouve à cette page-ci, mais je ne vous la dis pas. Il faut quand même qu'on vous donne des devoirs. Alors, on peut parler de tout aux jeunes en utilisant les bons mots, en les accompagnant d'illustrations pertinentes au texte qu'on veut passer. Et ça, Bayard l'a bien compris, de par des livres qu'on vous a présentés et d'autres que vous allez pouvoir découvrir dans la bibliographie qu'on vous a remise. Anne-Marie. Merci, Nico. Il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes pour vous présenter d'autres ouvrages. Puis vous comprendrez sans aucun doute que si on fait un petit corpus sur la guerre et les événements tragiques en ce moment, c'est parce que c'est une thématique qui est très, très présente dans l'actualité. Puis souvent, les enfants vont poser beaucoup de questions, essayer de comprendre, savoir ce qui se passe. Puis il y a des images, puis des choses qu'on veut peut-être présenter par le biais de la fiction parce que ça permet de le présenter d'une façon qui va être plus accessible pour les enfants, puis moins tragique peut-être, malgré que ce sont des événements tragiques. Ça nous permet de les aborder d'une façon plus, je dirais, plus délicate. Je vais continuer dans la même veine en vous présentant d'autres ouvrages. Nicolas nous a parlé d'un livre où on a l'histoire entre autres d'une petite fille qui rencontre la terre d'accueil, qui est comme confrontée à toutes ces nouveautés-là. Mais parfois, avant d'arriver dans cette terre d'accueil-là, il y a des enfants qui ont traversé des océans, qui ont fui, qui se sont réfugiés et qui ont vécu des histoires très difficiles sur ce parcours-là qui a été traversé. Je vous présente 2 livres qui abordent ce sujet-là et vous allez voir qu'ils abordent ce sujet de façon vraiment très différente. On pourrait penser à première vue pour des groupes d'âge différents. Moi, je pense qu'on peut présenter les 2 livres en complémentarité au même groupe d'âge. Je suis de l'école qui aime beaucoup présenter des livres plus vieux à des jeunes plus jeunes en me disant qu'ils vont trouver dans ces ouvrages-là ce qu'ils sont capables d'aller chercher, puis qu'ils vont aller s'en nourrir, puis comprendre les différents sens au fur et à mesure des relectures, puis au fur et à mesure du moment où ils vont vieillir. Le premier livre que je vous présente va aborder la question des réfugiés de façon beaucoup plus frontale. On est avec Dounia de Maria Zarif. Et Maria Zarif, donc, est une autrice syrienne. On a ici une histoire qui commence en Syrie. J'en profite pour vous mentionner que Dounia est accompagnée d'une application. Donc, à chacune des pages, vous pouvez télécharger l'application. Vous mettez votre petit appareil électronique au-dessus de la page avec un petit angle et c'est comme si le livre avait un pop-up, mais qui est virtuel et le pop-up s'ouvre puis il y a des scènes qui se déroulent devant nos yeux. Alors, il y a vraiment une plus-value qui s'ajoute. Il y a aussi une série télé en animation qu'on peut trouver sur Télé-Québec que vous pouvez aller consulter. Donc, c'est une façon d'avoir un produit qui est vraiment très complet avec la série télé, l'application et le livre, mais le livre papier là, est complètement complet sans les ajouts dont je viens de vous parler. Alors, Dounia vit dans la très vieille ville d'Alep, en Syrie. On la voit ici qui se promène dans les rues de la ville. C'est une très grande citadelle et ses cheveux brillants racontent 1000 histoires et ses yeux sont si doux qu'ils font gazouiller les oiseaux. Dès le début, on sait que la guerre s'en vient. Il est mentionné dans le texte que la guerre s'en vient. Mais malgré qu'on soit au courant que la guerre s'en vient, c'est pas encore, ils ne ressentent pas encore la guerre dans la ville. Par contre, Teta Mouné est suspendue aux lèvres de Madame Dabous, la voisine, qui lit dans sa tasse de café et qui lui dit « Je fais un long voyage très difficile », prédit Madame Dabous en plissant les yeux. Mais tout au bout, une maison bleue dans un pays tout blanc vous attend. Vous pouvez voir la scène ici. Un soir où Dounia est allée avec Teta, sa grand-mère, sur le toit de l'immeuble, c'est un soir qui pourrait être un soir comme les autres, une explosion surgit et une bombe est tombée dans la cour de leur maison. Cette page-là, moi, m'a vraiment
troublée parce qu'on sent vraiment comment la guerre arrive, comment l'attaque arrive dans une vie quotidienne douce, une vie qui pourrait continuer à être aussi paisible, mais la guerre arrive. Et là, ben, la famille va décider de partir, de quitter pour se protéger. Au moment, à la page précédente, j'ai oublié de vous dire une petite information, mais Dounia, donc sa grand-mère va lui donner 3 graines. Ce sont des graines de, là je le savais, puis vu que je suis énervée, je ne le sais plus. Ce sont des graines d'une plante, je vais vous le dire, je vais aller chercher le mot, de baraqué. Alors, ce sont des graines de baraqué, qui est une graine qui va être utilisée dans l'alimentation, mais aussi pour faire pousser une plante. Et on lui dit que les graines de baraqué éloignent le mal des gens qui les possèdent. Alors, on lui donne 4 graines, puis on lui dit « garde-les pour les moments où tu en auras besoin ». Pendant leur exil, ils vont se retrouver, donc ils vont faire une route terrestre, ils vont se retrouver devant la mer pour aller faire une route en bateau. Donc, c'est une réalité dont on a beaucoup entendu parler, n'est-ce pas, dans les médias. Et pendant qu'ils sont en bateau, un soir, il y a une tempête sur la mer et on voit ici l'ampleur de la tempête. Et Dounia va penser à ces graines de baraqué et va lancer une graine dans la mer. Et on nous dit, Dounia a chaud dans tout son cœur bat très vite. Elle ferme les yeux et plonge sa main dans sa poche pour serrer son oiseau en savon quand elle sent ces 4 petites graines de baraqué oubliées. Oh, les graines magiques qui éloignent le mal de tout! Elle en prend une qu'elle lance à la mer de toutes ses forces. La petite graine est avalée par une vague et en ressort aussitôt pour monter vers le ciel. Elle perce les nuages qui s'écartent doucement. La lune, reine de la nuit, apparaît alors et sourit. La belle dame prend le canot dans ses mains. Elle chante une berceuse qui calme la mer et redépose le petit bateau sur l'eau. Puis, elle ramasse le ciel étoilé dans son voile et laisse la place au soleil qui se lève. Juste devant, une rive pleine de maisons blanches se révèle. « La Grèce! » crie Dounia, et sa joie fait rire les mouettes. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'ici, quand on sait qu'elle arrive en Grèce, on a déjà l'image de la maison bleue dans un pays tout blanc. Croyez-vous que ce sera sa destination finale? Dounia va utiliser ses graines à 2 autres occasions pour aider sa famille à progresser dans leur voyage. Une fois pour réussir à rentrer dans un camp de réfugiés et réchauffer le cœur des soldats. Puis une deuxième fois, elle va la donner à manger à un oiseau qui va partir à la recherche de leur nouvelle maison. Et l'oiseau va traverser le monde et trouver, pas en Grèce, une autre petite maison bleue. Mais c'est drôle, cette maison bleue-là, elle n'est pas dans un décor tout blanc. Je me demande bien où Dounia va arriver. Et Dounia va arriver au Canada, dans un décor qui deviendra tout blanc. L'oiseau va lui avoir trouvé une maison bleue pour sa famille. Et à la fin, il lui restait une graine, elle en a utilisé 3. Dans un pot offert par Rosalie, donc une amie que Dounia a rencontrée en arrivant au pays, Dounia a planté sa dernière graine de baraqué, une belle fleur à pousser. Teta raconte qu'à l'intérieur, il y aura plein de nouvelles graines qui éloignent le mal et protègent les enfants. Dans ce pays tout blanc, les cheveux sombres de Dounia racontent encore 1000 histoires à qui veut les entendre et ses yeux doux font toujours gazouiller les oiseaux, car les oiseaux portent leur maison dans leur cœur et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde. Alors, c'est une histoire où on constate le dur voyage de la famille, mais où il y a vraiment une pointe d'espoir qui naît. Et puis, le deuxième ouvrage qui va dans la même veine que je vais vous présenter parle de la réalité des migrants lorsqu'ils arrivent sur la terre d'accueil, mais avec une métaphore animalière. Alors ici, on est dans un livre qui peut paraître très rigolo à première vue. L'illustration est très, très vive. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai reçu une boîte de livres chez nous et de tous les livres qu'il y avait dans ma boîte, c'est sur ce livre que ma fille de 5 ans et presque 6 ans s'est précipitée. On l'a lu 2 fois de suite. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Ça s'appelle Drôle de zèbre. C'est de Mathilde Perrault-Archambault et Catherine, illustré par Catherine. Donc, Drôle de zèbre, on est dans un pays de zèbres. On connaît les zèbres blancs, mais regardez ici au bout, il y a d'autres zèbres qui habitent de l'autre côté de la rivière qui sont les zèbres rouges, puis qui broutent. Bon, ils se font des tatas de zèbre à zèbre, mais c'est tout. Un jour, au-dessus du pays des zèbres rouges, il y a un grand, grand nuage noir.
On ne va jamais vraiment nous expliquer dans l'ouvrage quel est ce nuage noir. On sait juste qu'il y a un nuage au-dessus du pays et on voit que les zèbres partent à courir sous le nuage qui s'éloigne de la rive. Puis, Petit Zèbre, un jour, qui est un petit zèbre que vous voyez ici, va rencontrer dans un bosquet de marguerites Salto, un petit zèbre rouge qui a traversé la rivière et qui s'est réfugié sur le terrain et qui est en train de pleurer. Mais les sages du village, les zèbres, on va les appeler les vieux zèbres, les sages du village, pensez-vous qu'ils accueillent Salto avec une grande gentillesse? Regardez seulement les bulles. Ici, on a des bulles avec un trait rouge autour. Il y a même des bulles avec là, comme si on criait après lui. On voit que le tour de la bulle est tout bosselé. Puis quand c'est Salto, quand c'est Petit Zèbre qui parle, regardez, le tour de la bulle est bleu. Alors déjà, juste avec les types de bulles, on sait que le langage n'est pas le même. Là, les zèbres disent « D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé ici? Pourquoi as-tu traversé la rivière? » Il ne répond pas. Il est sans doute idiot. Il ne veut pas comprendre. Il prépare une invasion. Alors là, on peut imaginer que les sages sont en train de se faire des scénarios. Mais Petit Zèbre, lui, va amener Salto chez lui, le prendre sous son aile, lui donner un bol de soupe au chou-fleur. Et en buvant la soupe au chou-fleur, Salto va commencer à parler et à lui raconter le pays d'où il vient et ses souvenirs du pays d'où il vient. Il lui raconte la soupe à la betterave de sa maman et les mots doux qu'elle met dedans. Une pincée d'amour pour Salto. Les champs de coquelicots et l'auteur du printemps lorsqu'éclatent les boutons de sauge rouge. Les pommes fraîches qui craquent sous la dent des framboisiers derrière la maison. Les sages, eux, ne voient toujours pas d'un bon œil l'arrivée de Salto. Puis un soir, Petit Zèbre va traverser la rivière à la nage puis aller chercher une graine, une plante en fait, et des graines dans le pays de Salto. Vous voyez qu'il y a encore des liens qu'on peut faire avec Dounia et les graines de baraki qu'elle avait rapportées. C'est en faisant pousser des fleurs que Petit Zèbre va permettre, des fleurs du pays de Salto, des coquelicots, que Petit Zèbre va permettre à Salto de se sentir chez lui. Et peu à peu, le jardin, qui était tout en noir et blanc, va devenir de plus en plus coloré, mais surtout peu à peu, il y a des nouveaux arrivants qui vont être retrouvés sur le territoire. Tout à coup, il y a un zèbre jaune, il y a un zèbre bleu. Pensez-vous qu'ils sont contents, les sages, de voir là, tout à coup un zèbre jaune, un zèbre bleu qui arrivent? Ils ne sont vraiment pas de plus en plus fâchés de voir tous ces gens qui arrivent chez eux. Et un matin, en regardant de l'autre côté de la rive, regardez, les nuages noirs sont disparus. La joie s'empare des zèbres rouges. Les jaunes et les bleus se réjouissent aussi. Certains font déjà leur valise. Salto hésite. Il a envie de rentrer chez lui, sauf qu'ici aussi, c'est chez lui maintenant. Je pars quelques mois, mais je reviendrai, promet-il. Petit Zèbre est content de savoir que son ami va retrouver ses champs de coquelicots et des marmites pleines de soupe à la betterave. Pourtant, il a le cœur gros, le temps sera long, sans son joyeux compagnon. Et là, au fil des années, il avait fait pousser sur le territoire des fleurs jaunes, des fleurs bleues, des fleurs rouges qui venaient des différents pays. Mais regardez, quand tout le monde est reparti, Petit Zèbre a beau essayer de maintenir le jardin en vie, il est tout seul. Donc là, toutes les plantes commencent à dépérir et tout à coup, tous les sages commencent à trouver que c'était beau, les couleurs dans leur jardin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si on construisait un pont pour relier les deux rives de la rivière et regardez, tout à coup, il y a des zèbres de toutes les couleurs, tout à coup des verts. Puis regardez à la fin même, ça, j'ai trouvé ça adorable. Il y a une famille avec un zèbre rouge, un zèbre jaune, puis un petit zèbre orange. Alors, on comprend que la diversité des personnes qui se retrouvent sur le territoire enrichit évidemment l'ensemble du paysage. Vraiment un album très touchant. L'image est très belle. Et Nicolas, je vois que tu lèves le doigt. Là, en fait, c'est que je vous demanderais, dans l'histoire qu'Anne-Marie vient de vous présenter, combien de couleurs différentes étaient représentées par des zèbres? Faudrait que je compte. Non, c'est pas à toi de le faire, mais justement, ça, faites-le avec vos jeunes. Un retour dans le récit, oui, lire pour le plaisir, c'est un beau partage, mais on veut quand même s'assurer que ce qu'on a lu a été retenu en quelque sorte. Avec des petites questions de participation ludiques, amusantes, ça fait juste nous permettre de voir, et puis même, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin de l'histoire. Si vous posez une question après la 4e page et qu'il n'y a pas un jeune qui peut y répondre,
peut-être que ça mérite de faire un petit retour dans la page d'avant avant de continuer l'histoire en question. Anne-Marie. Puis avec les, tu sais, juste d'un point de vue pratico-pratique, là, si on sort des thématiques plus complexes, mais avec la thématique des couleurs, là, le zèbre orange qui est né du zèbre rouge puis du zèbre jaune, avec les plus jeunes, il y a tout un atelier sur les couleurs qu'on peut faire aussi. Puis avec un livre comme celui-là, avec ma fille, on en a parlé, tu sais, du fait que le zèbre orange est venu parce qu'il y avait un zèbre rouge puis un zèbre jaune. Puis après ça, elle s'est mise à nous poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que j'ai qui te ressemble? Donc, toute la question de la génétique qu'on a fini par aborder. Il nous reste quelques minutes à peine pour aborder les derniers ouvrages qu'on voulait aborder, c'était des documentaires. Le premier documentaire que je vous présente nous permet de faire le lien entre la thématique de la guerre et les documentaires. Et c'est Et si les soldats se battaient avec des oreillers. Je vais passer un petit peu plus rapidement, je vais vous expliquer le concept en fait. C'est de Heather Kamlott et Serge Bloch. Puis, à l'arrière, on nous dit « Et si pour bâtir le monde dans lequel tu veux vivre, tu devais d'abord l'imaginer? » Alors, on part avec des idées comme ça. Et si, par exemple, les civils innocents pouvaient être rescapés par la musique? Et si c'était possible de rescaper des civils par la musique? Qu'est-ce que notre monde deviendrait? Et là, on a une page ici qui nous raconte que la musique a le pouvoir de te faire danser et de te remonter le moral. Comme un groupe de jeunes sénégalais l'a prouvé, elle a aussi le pouvoir d'inspirer une génération à voter. Puis on nous raconte l'histoire du collectif, des membres du collectif Y'en a marre, qui est un mouvement jeunesse fondé par des artistes hip-hop et des journalistes pour faire savoir que assez, c'est assez. Parce qu'on avait un gouvernement qu'on voulait faire, qui se représentait, puis qu'on ne voulait pas faire réélire. Le groupe n'en pouvait plus de la corruption et de la pauvreté sous le régime du président Aboudali Ouadé. Celui-ci avait décidé de se présenter pour un troisième mandat controversé. Et là, on nous raconte qu'avec la musique, ils ont fait des campagnes pour encourager les jeunes à aller voter, puis pour promouvoir les idées politiques de partis qui étaient plus progressistes. Une autre question qu'on pourrait se poser, et si les champs de bataille étaient des terrains de soccer et les spectateurs des partisans sans parti pris? Ah, ça serait super. Au lieu d'avoir des champs de bataille, on aurait des grands matchs de soccer. Bien, ça nous donne l'occasion de parler de Didier Drogba, qui est un joueur vraiment étoile de l'équipe des éléphants, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas une férue de soccer, vous allez voir, là, je ne suis pas la plus grande connaisseuse. Alors, on nous dit, alors qu'un pays de l'Afrique occidentale était en pleine guerre civile, un joueur de soccer légendaire a trouvé le moyen d'aider son peuple à s'unir plutôt qu'à s'affronter. Alors, Didier Drogba, l'attaquant vedette de l'équipe, s'est vu remettre un micro au début d'un match où il y avait des joueurs là, qui venaient de partout au pays et les éléphants se sont rassemblés devant les caméras de télévision. Nous avons prouvé aujourd'hui que les habitants de la Côte d'Ivoire peuvent vivre ensemble, jouer ensemble afin d'atteindre le même objectif, se qualifier pour la Coupe du monde. Aujourd'hui, nous vous supplions de baisser les armes. C'est ce que Didier Drogba a dit. Donc, en prenant la parole, il a profité de sa tribune pour transmettre un message qui a véritablement eu un impact sur l'histoire de ce pays-là. Donc, c'est un ouvrage où on invite les jeunes. Aussi, à la fin, il y a vraiment une invitation aux jeunes à se dire, bien, et si on se posait tout simplement plus de questions? Et si on essayait d'inventer des façons différentes de voir le monde et qu'on les mettait en action? Oui, c'est possible, certaines fois, même des idées folles, de les mettre en action puis d'avoir un impact sur le monde. Donc, voici. On m'indique une petite à l'oreillette, quelqu'un de chez Bayard m'indique que il y a une fiche d'exploitation pour cet ouvrage-là qui est disponible sur le site Web. Il y en a une aussi pour les drôles de zèbres. Puis, c'est vrai, Céline me fait remarquer que pour ce qui est de la génétique qu'on a abordé avec les drôles de zèbres, il y avait cet ouvrage-ci, Qui viendra au monde de Paloé Vital et Rossana Bossu, dont on pourrait parler, qui est un album qui aborde justement le sujet de la génétique, la génétique, donc évidemment au moment de la conception de l'embryon. Puis saviez-vous qu'à un certain moment, moi ça m'a fasciné, à un certain moment de la conception, quand l'embryon est en train de se concevoir, il y a un moment où on pourrait comme un peu devenir n'importe quel animal. C'est-à-dire qu'il y a énormément de similitudes génétiques entre les différents animaux et les différentes espèces vivantes qu'on trouve sur la planète.
puis c'est vraiment illustré d'une façon très, je dirais magnifique, mais c'est comme artistique et scientifique à la fois. Vous voyez, ici, on nous dit qui viendra au monde. Et il y a toutes sortes d'hypothèses. Est-ce que ce sera... Il a des branchies, cet embryon. Il aime l'eau, mais il a aussi des poumons. Alors, est-ce que ce serait un amphibien? Une grenouille? Ah, il a une queue. Il a la gueule grande ouverte. Peut-être que ce serait un serpent qui viendra au monde. On va aussi voir, par exemple, qu'il a des pattes palmées, une queue comme très touffue. Et on va réaliser que l'embryon qui est en train de prendre forme a toutes ces caractéristiques-là. Puis on nous dit à la fin, dès la naissance, nous portons tous en nous une longue histoire, comme le souvenir d'un grand voyage imprimé dans chacune de nos cellules. Cet album-là se conclut par un documentaire. Donc, on reste un peu dans ma thématique documentaire que je voulais aborder avec vous. Donc, cet album-là se conclut par une section documentaire qui nous explique, et que là, vraiment, on est fasciné à lire ça, que, effectivement, dans son livre « L'origine des espèces » paru en 1859, Charles Darwin a émis l'hypothèse que les êtres vivants proviennent tous d'un organisme très simple, une cellule qui est apparue il y a environ 4 milliards d'années dans l'eau qui recouvrait la planète Terre. Et on va comprendre que oui, l'évolution va faire en sorte que cet embryon-là va devenir un être humain, mais il y a un stade dans le développement de l'embryon où on porte en fait en nous toute l'histoire du monde et des différentes espèces. Alors, vous avez vraiment, encore d'un point de vue très artistique, mais un ouvrage documentaire qui va expliquer ça en détail d'une façon beaucoup plus scientifique que je suis capable de vous l'expliquer aujourd'hui. Est-ce que je prends une dernière minute, parce qu'on a parlé je voudrais faire le lien encore une fois avec et si les soldats se battaient avec des oreillers, parce qu'ici, on a parlé de personnalités, j'allais dire flamboyantes, mais qui ont vraiment changé l'histoire du monde. Puis des fois, on invite à la fin les jeunes à eux autres aussi, prendre des actions pour changer quelque chose. Puis il y a un livre de Michael Témier qui s'appelle « Le monde selon des enfants comme toi ». Et je trouvais intéressant de faire le lien parce que des fois, quand on parle de grandes personnalités, on a l'impression que c'est un peu inaccessible. C'est des gens qui ont réussi à faire ça. Mais d'avoir un livre où on met en scène des jeunes comme ceux auxquels on s'adresse, ça permet aux enfants de voir qu'eux aussi peuvent être représentés, eux aussi peuvent faire partie d'un livre et de la lecture. J'aurais envie de vous suggérer, je vais vous dire en fait c'est quoi avant, c'est un recueil de portraits fait par un photographe, Michael Témier, où on va avoir plusieurs jeunes qui habitent, là, dans ce cas-ci, on a des jeunes qui sont majoritairement là, au Québec, c'est ce qu'on comprend en fait, qui habitent donc sur le territoire. Et on nous les présente, mais ils viennent de partout dans le monde. Certains sont nés ici, d'autres ont émigré pour différentes raisons. Et pour chacun des jeunes, donc, il est photographié dans un environnement qu'on comprend qu'il a choisi avec des objets qu'il apprécie et qui le représentent. Puis, on a des informations sur ce jeune-là. Donc, on va savoir, par exemple, ici que Ronaldo a 12 ans. Il danse en patin à roulettes comme dans sa série télé préférée d'enfance, Soy Luna. Il aime beaucoup lire. Il aime les livres de science-fiction et d'horreur. Il connaissait les livres de Harry Potter, puis après ça, il a aimé la série de livres, les films, puis après, il a aimé les livres. Il y a une chaîne TikTok, ses plats préférés sont lesquels, quels sont ses rêves. Donc, on a une description de ce personnage-là, cet humain, ce jeune-là. Vous avez peut-être remarqué, j'imagine, surtout si vous n'êtes pas au Québec et que vous nous écoutez d'une autre province ou d'un territoire, qu'il y a beaucoup de lieux qui sont peu représentés dans la littérature. La littérature francophone faite au Québec, souvent, elle est implantée dans des villes. Les histoires se passent à Montréal ou dans les régions ou au Québec. C'est plus rare de trouver des ouvrages qui se passent à Winnipeg ou à Yellowknife ou à Hearst. C'est moins fréquent. Mais je trouve que c'est des bons livres à utiliser pour faire votre ouvrage de votre communauté. Donc,
ici, dans ma communauté, où est-ce que je me prendrais en photo, avec quel objet, comment je pourrais me définir. Ça peut vraiment faire un ouvrage, un projet sur une année avec un ouvrage identitaire qui pourrait être très fort. Donc, voilà, il est déjà 11h35. On devra s'arrêter puisqu'on a une autre présentation qui commence dans une dizaine de minutes. Dans la conversation, je vais remettre la bibliographie et je vais vous mettre aussi un courriel. Évidemment, pour les gens qui nous écoutent du Québec, on est au Québec régi par la loi 51 qui invite qui oblige en fait les institutions scolaires à faire leurs achats dans des librairies agréées qui sont des librairies de leur secteur. Pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur du Québec, vous pouvez contacter directement la maison d'édition si vous souhaitez acheter quelques-uns de ces ouvrages-là. Je vous invite aussi à aller voir le site web de la maison d'édition parce qu'il y a des fiches pédagogiques pour plusieurs des livres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, dans la conversation, je vais vous mettre le lien direct pour contacter Lily-Annie Erard, qui est la personne à qui vous pourrez faire vos commandes si vous le souhaitez. S'il vous plaît, indiquez vos coordonnées dans le courriel que vous écrirez à Lily-Annie. Ce sera beaucoup plus facile pour les éditions Bayard de vous envoyer les livres au bon endroit. Alors, je remets la liste d'achats. Ah, je l'ai envoyée à la... Attendez, Ce qui me permet de vous dire, premièrement, de vous remercier d'avoir été là pour la première présentation de la journée. Et n'oubliez pas qu'avec Bayard, qu'on passe de l'album au roman, au documentaire, lire, c'est vraiment s'informer, s'amuser, mais surtout chez Bayard, c'est s'émerveiller à travers les livres. On vous souhaite de belles lectures au pluriel et surtout un beau voyage avec vos jeunes à travers vos livres.